Il est 10h45, on se retrouve toujours en direct de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire avec nos invités suivants que je vous présente. Marie-Josée Creuset, directrice des achats pour le groupe Armor. Jean-Christophe Duval, chef des marchés publics au département. Département de Loire-Atlantique, faut-il le rappeler. Dominique Duil, à l'autre extrémité, qui est directeur du centre d'affaires des d'entreprises à Nantes pour la BNP. Et puis Pierre Perbouzet, le médiateur des entreprises. Bonjour Achille. Bonjour Pierre, vous êtes le premier qui va avoir la parole. On se voit très régulièrement sur cette question des délais de paiement. On prend la température très régulièrement, presque parfois une fois par trimestre. C'est l'occasion de faire un tout petit point. Vous avez quelques bonnes nouvelles parce qu'en règle générale, vous avez plutôt des chiffres qui sont en demi-teinte. Alors, comment ça se passe vu de chez le médiateur des entreprises? Oui. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres depuis ce matin. Du coup, je ne vais pas parler de chiffres, je vais parler de ressenti. Ce ressenti qu'on partage avec les entreprises. On a vécu des choses qui ressemblent beaucoup aux courbes qui ont été encore projetées tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un an, une explosion des retards de paiement. C'est à ce moment-là qu'on a mis en place un comité de crise sur le sujet. Vous le savez, ça reste le sujet numéro 1 pour nous, médiation des entreprises. Et là aussi, une explosion des médiations. Ça a duré en mars, avril, mai, juin, juillet de l'an dernier. Comme l'a montré la courbe tout à l'heure, ça a commencé à baisser un petit peu à la rentrée, même si c'est resté sur un plateau relativement haut. Ça repart un petit peu depuis le début de l'année. Alors, il y a un phénomène de bonne nouvelle, c'est-à-dire que là, on n'est plus sur une crise, on est sur une reprise. La reprise, ça veut dire plus de factures mécaniquement et du coup, les trésoreries qui se retendent et on revoit un petit peu en médiation le nombre de médiations qui remonte depuis le début de l'année. Donc voilà, globalement, plutôt une bonne nouvelle parce que ce qu'on voit, c'est des phénomènes de reprise. On parlera probablement de matières premières aussi après, mais tout ça suscite une tension sur des entreprises qui sont déjà fragilisées par la crise. Malgré les aides qui a permis de maintenir les trésoreries à flot, il faut qu'on fasse attention. On est sur un moment critique où la relance peut partir très fort, mais où aussi il peut y avoir des accidents sur la route et il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Donc, dans quel ordre voulez-vous qu'on prenne? On parle d'abord du PGE ou on parle des matières premières? Comment voulez-vous on peut parler des matières premières qui est un sujet du moment. Je vais presque dire, on a commencé la médiation à se dire c'est bon, ça y est, la crise est derrière nous, on va commencer à lever un petit peu le pied. Et puis d'un coup, on a ce sujet qui est un sujet formidable, c'est un sujet de reprise. On l'a vu tout à l'heure, quelqu'un est intervenu là-dessus. Toutes les économies du monde sont en train de repartir en même temps. Et évidemment, loi de l'offre et de la demande, hein, le plus simple du monde, le plus bête du monde, il n'y a plus assez de matières premières pour tout le monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire deux effets immédiats. Un, c'est plus cher. Et deux, on est livré non pas demain, mais au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Ça veut dire que si on ne fait rien, comme d'hab, c'est les plus fragiles qui vont prendre. Parce que les plus fragiles, on va leur dire quoi? La payer plus cher, hein, et puis vous n'avez pas le choix, vous prenez ou vous ne prenez pas, mais c'est plus 30, plus 40, plus 50%. Et puis la deuxième nouvelle, c'est que vous allez être livré donc dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Bon. La petite entreprise qui prend ça, l'artisan, le petit industriel, l'acteur du BTP, il va se retourner vers son client et le client va lui dire quoi? Ah ben monsieur, attendez, les prix étaient fixés, hein, on avait un contrat, donc votre hausse de prix, vous débrouillez avec. Et puis, vous allez livrer plus tard, vous allez finir le chantier plus tard, pénalité de retard. Hein, c'est prévu aussi dans le contrat, donc on y va. Donc ça, c'est si on laisse faire. Ce qui veut dire que si on laisse faire, cette bonne nouvelle de la reprise peut créer des catastrophes. Sur des entreprises qui sont encore une fois déjà fragilisées par la crise, ça peut créer des catastrophes. C'est pour ça qu'on met en place 2 outils, à la demande du gouvernement, des différents ministres concernés. D'abord, un comité de crise. Vous allez me dire, un nouveau. Ben oui, un nouveau. Maintenant, on n'est plus sur la crise des délais de paiement, on est sur la crise des matières premières. On met en place un comité de crise qui va agir de la même manière. C'est-à-dire qu'avec tous les acteurs de la filière, on va faire remonter les comportements anormaux. Tous ces gens qui ne jouent pas le jeu, qui ne jouent pas la solidarité, on veut les identifier, on veut les appeler confidentiellement dans un premier temps. Le but, ce n'est pas de clouer au pilori des entreprises, mais tout ce que vous faites est destructeur pour l'ensemble de la filière. Donc on les appelle, on espère que ça va, comme on l'avait fait sur les retards de paiement, les remettre dans la bonne ligne de la solidarité. Et sinon, bien entendu, on ira plus loin, on transmettra au ministre qui lui-même a déjà dit qu'il ne manquerait pas de faire du name and shame si nécessaire. Encore une fois, ce n'est pas mon but dans la vie, mais s'il le faut, on ira jusque-là. Donc ce comité de crise est en place, il se réunit maintenant tous les 15 jours, on fait remonter les noms, on agit, et ça permet, j'espère,
d'endiguer les premières catastrophes. En parallèle, une médiation de filière, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble du monde du BTP, on va travailler à établir quelques règles de bonne conduite, quelques règles de bon sens sur lesquelles on pourra s'appuyer, qui seront partagées par tous et qu'on va pouvoir mettre en œuvre à partir de la rentrée progressivement pour éviter là aussi des catastrophes en série qui seraient dommageables pour toute la filière. Ce n'est pas parce qu'on se sent protégé, parce qu'on est plus fort qu'à un moment donné, le fait que le maillon le plus faible cède soit bon pour soi. Non, ça peut entraîner toute la catastrophe de la filière. Évitons ça, encore une fois. On est sur des bonnes nouvelles. Faisons en sorte que ce soit de vraies bonnes nouvelles et qu'on les maintienne comme telles. Il y a aussi la question de la commande publique, hein, parce que là, vous avez évoqué le secteur plus privé, mais il y a la commande publique. Bien sûr, bien sûr. D'ordre important. Et ces outils fonctionnent. Que vous maîtrisez également. Ces outils, bien sûr, fonctionnent aussi bien pour le public que pour le privé. On est effectivement énormément investi dans la commande publique. Je rappelle, si vous allez sur le site du médiateur des entreprises, vous avez un petit guide qui a été sorti, qui s'appelle Chef d'entreprise, Oser la commande publique, où il y a toutes les dernières mesures sur les marchés publics qui sont mis en œuvre. Mais bien entendu, ces outils, comité de crise et médiation, concernent aussi la commande publique. S'il y a des acteurs publics qui ne jouent pas le jeu, et je rappelle que le ministre de l'économie a passé beaucoup de messages, il y a une circulaire qui va être envoyée aux administrations et aux collectivités. S'il y a des collectivités, des administrations qui ne jouent pas le jeu, là aussi, remontez-les au comité de crise. Là aussi, on va intervenir, encore une fois, privé, public. Personne n'a le droit de casser la reprise. Au contraire, tout le monde est là pour l'encourager et l'accompagner. Si vous le voulez bien, Pierre, on va faire un petit tour de table. Ça va vous permettre d'entendre les voix du terrain, j'allais dire. Hein, pour que vous puissiez, absolument. Je sais que vous êtes en contact avec les entreprises régulièrement. On va donner la parole tout d'abord à Marie-Josée Creuset qui prend son micro. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, directrice achat du groupe Armor. Quelques mots du groupe Armor et puis on va voir d'ailleurs une slide qui présente le dispositif, parce que vous êtes un groupe mondial, on va dire, hein, en tout cas présent mondialement. On est présent mondialement, donc Armor, c'est une ETI qui est bientôt centenaire. Oui, en 2022. Donc on commence à travailler dessus, on espère qu'on pourra faire de très beaux événements autour de ça. C'est une société nantaise qui a démarré avec le papier carbone, donc ça rappelle des souvenirs aux plus jeunes d'entre nous. Aux moins âgés, on va dire, oui. Exactement. C'est 274 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2000 personnes dans le monde. Une grosse partie des gens sont sur Nantes, hein, qui est le berceau, et où est l'usine de fabrication. Mais on a 21 sites au total dans le monde, partout. On est des spécialistes de la formulation d'encre et d'induction sur couche mince, ce qui nous donne le privilège d'être leader dans nos métiers, en particulier sur ce qu'on appelle l'impression par transfert thermique, qui permet sur l'ensemble des produits que nous achetons d'avoir des dates de péremption et des codes barres ou des étiquettes qui sont imprimées en bout de chaîne de fabrication. Donc voilà pour la présentation du groupe, mais merci de rappeler qu'il y a des maillots jaunes et verts aussi dans la région. Donc vous, en tant que directrice des achats, le rôle véritable que vous avez, c'est pour ça que votre témoignage nous intéresse beaucoup, c'est votre relation. Vous m'avez parlé quand on s'est rencontrés au téléphone d'une relation pacifiée avec les fournisseurs et les clients en règle générale. La société Armor a développé un modèle sociétal, d'innovation sociétale, donc d'innovation tout court, technique. Ça, c'est notre cœur de métier, mais aussi d'innovation sociétale sous l'impulsion de notre comité de direction. Armor, c'est une société qui est la propriété à 70% de ses salariés. Donc, ça donne une ambiance un petit peu différente d'une société cotée en bourse. On n'a pas la même relation avec nos partenaires clients, mais aussi nos partenaires fournisseurs. On tient beaucoup à nos fournisseurs. On travaille de préférence avec des fournisseurs dits locaux. Donc, local, ça peut être très vaste parce que certains marchés sont devenus tellement mondialisés qu'il y a à peine des acteurs en Europe. Donc déjà, on essaye de faire travailler les acteurs européens, mais aussi des acteurs très locaux. On a des sociétés qui sont la porte à côté de la nôtre et on y tient beaucoup. La proximité est une notion importante, tout à fait. Important. Et c'est en fait, sous l'impulsion de notre direction générale, on s'est lancé dans le label achat responsable en 2015. Donc ça fait bientôt quelques années quand même, 6 ans. Et on continue à développer cet état d'esprit dans l'entreprise et à vouloir créer une société où on peut travailler en fait avec des tierces parties. On est très conscient du fait de notre taille. On n'est pas un énorme groupe. On a besoin de nos fournisseurs pour continuer à grandir. On a une croissance qui est
d'environ 10% par an sur le TTR, sur le transfert thermique. On ne peut pas le faire sans partenaire, en fait. Il y a deux combats. Il y a le combat que vous avez mené en interne. Et vous dites qu'il faut que ce soit porté par la direction générale. C'est essentiel. Hein, c'est essentiel pour que ça fonctionne dans l'ensemble de. Et puis, il y a aussi l'aspect. Alors, pour être très concret, en fait, les délais de paiement chez vous, c'est combien? Alors, de toute façon, on est capé à 60 jours, ça par la loi, mais on fait mieux puisqu'on est autour des 55 jours aujourd'hui en moyenne, sachant qu'on a quand même une part de chiffre d'affaires en Europe où on a des délais plus longs du fait du transport. De quels outils vous êtes donné pour pouvoir arriver à ces 57 jours? Quels outils internes vous avez? Alors, au départ, ça a été très compliqué. On est sous SAP comme beaucoup de sociétés industrielles en termes de logiciels, qui est un outil qui est extrêmement puissant pour produire et vendre aux clients. Mais alors, pour faire de la récupération de données, c'est à peu près un cauchemar. Donc, récupérer de la data, ça a été compliqué. Alors, il a fallu embarquer la finance, qui a comme objectif, c'est pas son premier objectif, c'est pas de payer les fournisseurs. Son premier objectif, c'est de faire du résultat et de sortir des comptes de résultats. Et puis, de l'autre côté, l'informatique qui dit, il y a SAP, ça suffit. C'est déjà assez gros. Donc, on a dû développer ensemble, les trois, se mettre d'accord, développer en fait un reporting mensuel sous Excel. Alors, on n'est pas hyper bien équipé parce que Excel, ça a ses limites aussi. Mais ça nous a permis de tracer, de comprendre où étaient nos problèmes. Parce qu'on avait des problèmes, on ne comprenait pas d'où ça venait, parce qu'on n'avait pas de volonté de mal payer, mais pas de visibilité. Mais on ne voyait pas ce qu'on faisait. Donc, un aveugle, il ne voit pas bien, hein, c'est le principe. Et donc, on est allé, avec ces outils, aller chercher les causes et développer d'autres outils pour essayer de résoudre les causes. Une des premières causes qu'on avait, c'est que les gens, les matières premières posaient très peu de problèmes parce que vous les recevez, elles étaient réceptionnées au magasin, c'était bipé, ça c'était géré. C'était un flux super bien géré. Mais vous avez tout ce qui est autour. On fait à peu près entre 20 et 30 millions d'investissements par an. Ramené au chiffre d'affaires de l'entreprise, ça donne une idée de la quantité que ça peut représenter, mais aussi des études, mais aussi du service, du développement informatique. Enfin, toutes ces choses-là qui sont très compliquées à réceptionner en fait dans SAP, qui demandent du manuel. Et ça, c'est très compliqué. Donc là, on s'est dit, d'abord, il faut le suivre. Il faut suivre les factures qui arrivent à paiement et qui n'ont pas été réceptionnées pour aller relancer. Et là, faut y mettre du sang et puis de la sueur et on y va, quoi. Et vous avez mis au point un dispositif que vous nous expliquez. Il y a une sorte d'alerte à 20 jours, c'est ça? C'est ça. À 20 jours, en fait, on reçoit un mail. Moi, j'en ai reçu un hier. Donc, voilà, j'ai une facture fournisseur qui n'était pas réglée. On a été vérifié que la réception était faite. En l'occurrence, elle était faite. Moi, il y a un problème sur la facture. Là, on va aller appeler le fournisseur. On va essayer de débugger la chose avant, en fait, que le délai de paiement tombe. Pour pas être en retard, le meilleur moyen, c'est de résoudre le problème avant. D'être alerté avant. D'être alerté avant. C'est beaucoup de travail au départ. Maintenant, on commence à avoir de moins en moins d'alertes. Ça veut dire qu'on a réussi à impliquer les tierces parties dans l'entreprise, à comprendre que le délai de paiement qu'ils ont avec leurs fournisseurs, c'est le salaire qui va être payé en retard pour leurs cousins, leurs cousines, leurs femmes, leurs fils. Enfin, et ça, c'était arriver à leur faire comprendre que c'est aussi eux que ça peut toucher. C'est ça la proximité aussi, c'est qu'on comprenne que le problème, il nous concernera rapidement. Vous connaissez Jean-Christophe Duval? On s'est déjà croisés. Jean-Christophe, prenez votre micro. Vous êtes le chef des marchés publics de ce conseil départemental de Loire-Atlantique. Alors, tout d'abord, le département agit dans un cadre particulier. Il y a les règles, il y a la loi, il y a les contraintes, mais il y a aussi des besoins d'achat. Donc, comment on gère ça quand on est dans un service clair? Oui, alors effectivement, on est d'une certaine façon, il y a quelques éléments chiffrés, mais on a un budget de plus d'1 milliard, un niveau d'investissement qu'on a le souhait de maintenir à peu près à 200 millions, et grosso modo, notre commande publique en 2020, c'était 200 millions, un peu plus de 200 millions d'achats. Donc finalement, on est d'une certaine façon aussi un acteur économique du territoire via notre commande publique. Le deuxième élément de contexte, c'est de dire finalement que notre commande publique, elle est encadrée réglementairement. C'est-à-dire qu'on achète dans un cadre réglementaire qui est le code de la commande publique, avec des contraintes juridiques assez fortes en termes de procédure, et qui impliquent au quotidien finalement d'arbitrer ou de jongler entre d'un côté ces contraintes juridiques et la nécessité de gérer un risque juridique, un risque contentieux, etc. Et on essaie aussi de prendre en compte que le fait d'acheter, c'est un acte économique. C'est pas uniquement un acte juridique, c'est un acte économique qu'on achète pour satisfaire un besoin et qu'on achète aussi dans un environnement économique donné auprès d'entreprises et qu'on peut pas être
complètement déconnectés de cette réalité et qu'il faut faire naître quelque part cette notion de confiance dont on parle, avec en amont pour nous une volonté politique très forte qui est réaffirmée au niveau du département par les élus, que la commande publique soit un acteur de la relance, qu'elle soit un acteur de relance, qu'elle soit pas un obstacle pour les entreprises, et que finalement elle irrigue l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est la contrainte particulière de faire en sorte d'être à la fois agile, souple, enfin il y a un objectif finalement d'être agile et souple dans la gestion de la commande publique, tout en préservant et tout en garantissant la régularité juridique de ce qu'on fait. Et en même temps, ce qui est intéressant dans l'échange qu'on a pu avoir, c'est que c'est en même temps un enjeu politique au sens noble du terme. Ah, tout pour à les fait, élus. Oui. Mais le département a une compétence forte en matière d'aménagement du territoire, service à la population, et véritablement, moi, dans ma ligne directrice qui m'est fixée par les élus, c'est de faire en sorte de simplifier la commande publique, de la rendre attractive, que les entreprises répondent à nos marchés. Il y a des enjeux très forts aujourd'hui pour nous que les entreprises répondent à nos consultations, en particulier en matière de travaux, qu'elles répondent en nombre, parce que la concurrence a aussi un effet positif pour l'enjeu de la comptabilité publique, on va dire. Donc il y a vraiment cette réaffirmation politique chez nous, c'est porté politiquement. Voilà, généralement, ce qu'on dit dans une collectivité territoriale, c'est porté politiquement au sens positif du terme, au sens noble du terme, comme vous le dites. Et ça, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Donc, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'identifier finalement ce qui va rendre notre commande publique attractive, ce qui va attirer les entreprises, ce qui va faire naître cette confiance. Alors, il y a la simplification, il y a la souplesse qu'on se donne dans la gestion de nos procédures, avec cette image de la commande publique qui était parfois un peu trop lourde, et pas forcément très attractive. Et puis, c'est un des points dont on va parler, je pense, c'est on a clairement identifié qu'il fallait qu'on soit proactif en temps normal et singulièrement aussi en période de crise. Voilà. Et donc ça, effectivement, on a pris en conscience. Rappelez-nous, pour le public, la commande, c'est 30 jours, c'est ça le règlement, oui. On a une obligation réglementaire qui est de payer à 30 jours. Bon. Alors, vous vous situez comment? Alors voilà. Non. Allons-y. Parlons des choses qui ne fâchent pas. Ah non, mais en plus, oui. On ne sera pas dénoncé parce qu'on fait les choses bien. Je me tourne. Mais on a un délai de 30 jours et c'est un délai partagé. Il y a un deuxième contexte particulier, c'est que c'est le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, c'est-à-dire que le département est l'ordonnateur, on donne l'ordre de payer, mais on n'a pas le portefeuille et on n'a pas le carnet de chèques. Bon, donc c'est le comptable public, l'État, qui paye pour nous. On lui donne l'ordre de payer et lui paye. Donc c'est un délai partagé, et il est partagé 20 jours, 10 jours. Donc nous on a 20 jours et le comptable public a 10 jours. Bon. Aujourd'hui, en juin 2021, on est à 20,9 jours de moyenne. Et l'année dernière, en 2020, on était à 20,3 jours de moyenne, ce qui est bien. Bon, je le dis sans, mais bon, on en est assez satisfait. On va dire que c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ensuite, il y a nécessairement à un moment donné un délai incompressible. Bon, mais par rapport à la moyenne, et je ne citerai pas d'autres collectivités parce que sinon je vais me faire pas me faire d'amis, mais on est plutôt bien. Alors, il faut distinguer fourniture courante et services. En travaux, pour les marchés de travaux, on est à 23 jours. En 2020. Alors, on n'est pas les seuls acteurs en travaux, il y a les maîtres d'œuvre, etc., sur des marchés de travaux qui fait que ça se joue pas uniquement entre nous et l'État, ça se joue aussi avec nos maîtres d'œuvre. Donc, on est plutôt satisfait du résultat, je le répète, mais là aussi, il y a une volonté politique, c'est clairement un objectif. Il est hors de question qu'on ne soit pas attentif à ça. C'est porté politiquement, comme je disais tout à l'heure. Et on a mis en place, c'est peut-être une question que vous vouliez me poser, mais on a mis en place des outils pour faire en sorte d'atteindre ces... J'allais aller aux solutions et aux outils. Voilà. Vous faites les questions et les réponses, c'est très bien. Je vous écoute. Pour atteindre ces objectifs, on a un outil de pilotage qui permet de gérer avec une forte réactivité les délais de paiement, d'identifier les services et les directions qui éventuellement auraient un petit décalage par rapport aux objectifs. Et bon, c'est là où on peut avoir un name and shame, d'une certaine façon. Le directeur général regarde cet outil, je le sais, et identifie éventuellement les directions et les services qui ne seraient pas hyper réactifs sur la question. Donc ça permet cette lecture-là. On a aussi, je pense que c'est quand même un élément fondamental, c'est la dématérialisation. C'est-à-dire que avant même le chorus, on a mis en place au département une dématérialisation. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelait la Démabox. Lorsque les factures arrivaient, c'était dématérialisé. Et au lieu de suivre un circuit papier via des parapheurs avec des signatures manuelles, etc., elles suivaient un circuit dématérialisé avec signature électronique, etc., ce qui permettait de réduire considérablement le délai. Donc, on a commencé à réduire fortement de délai de transmission, de paiement, à partir du moment où aussi on a dématérialisé. Donc, depuis le 1er janvier 2020, on est de façon full démat
Je suis désolé pour l'anglicisme. Et on était aussi full démat en matière de marché public d'une façon générale, il y a bien avant l'obligation réglementaire, ce qui a permis finalement d'avoir une généralisation aujourd'hui de la chaîne commande publique, une dématérialisation de la chaîne commande publique qui accélère considérablement le processus. Le dernier facteur, je vous parlais tout à l'heure de la séparation ordonnateur et comptable. Bon, je vais quand même souligner le rôle de l'État et du comptable public qui joue pleinement le jeu. C'est-à-dire qu'on a 20 jours, lui il a 10 jours, sur ces 10 jours, il paye en 3,7 jours. Voilà. Mais c'est aussi le fait qu'on a une convention entre le comptable public et le département pour régler ces questions de répartition de délais de paiement qui repose aussi sur une confiance. C'est-à-dire que on a des systèmes de contrôle allégé partenarial, c'est-à-dire que le payeur nous fait confiance. Il a raison. Voilà, il a raison de nous faire confiance, mais sur un certain nombre de paiements, effectivement, on ne peut pas multiplier les contrôles à partir du moment où nous, département, on assure que le contrôle a été fait, que le service fait a été vérifié, enfin, donc les pièces comptables ont été vérifiées. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive à 20,3 jours, mais toujours avec l'objectif de diminuer ces délais de paiement. C'est toujours un objectif qui est fixé par nos élus. 20,3 ou 20,9 ? 20,9 c'est aujourd'hui, en juin, c'est ça. Et 20,3 c'est l'année dernière sur la durée, sur l'année. Donc, normalement, cette année, on va peut-être être en dessous de 20,3. Certainement même. On va aussi. Merci, je pense que c'était très clair. Dominique Duhil, donc directeur du Centre d'affaires entreprises de Nantes. Là aussi, vous m'expliquez de quoi il retourne exactement, quelle est votre activité? Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Le Centre d'affaires entreprises, c'est une 60aine de commerciaux, ça couvre tous les pays de la Loire. Avec une petite particularité géographique, puisqu'on a également le Sud-Orne et le nord des Deux-Sèvres en couverture. Une 60aine de commerciaux, donc des chargés d'affaires entreprises et leurs assistants, et qui gèrent principalement des PME, des ETI et des grandes entreprises. Donc, je ne vais pas avoir tout à fait le même son de cloche que Pierre sur ce qui a été dit sur les entreprises, les médiations. On est là pour débattre et se comprendre. Ouais. Mais je le rejoins tout à fait dans son discours, c'est-à-dire que nous, on gère peu de TPE. On est plutôt sur le segment PME. On sait tous que quand les difficultés démarrent, c'est effectivement les plus faibles qui souffrent. Et si les plus faibles tombent, par effet de domino, on aura des ennuis sur les PME et par extension peut-être sur les autres. Donc effectivement, il vaut mieux être en curatif sur les petites entreprises et les artisans dès le démarrage. Je pense que c'est important de le redire. Votre dispositif et votre nombre de clients, les deux en même temps? Alors, notre dispositif, c'est 39 centres d'affaires en France. Donc pour les Pays de la Loire, donc j'ai dit un à Nantes. En termes de clients, c'est 1000 clients à peu près. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est ensuite beaucoup de commerciaux. Alors, vous avez des commerciaux généralistes qui suivent donc les comptes et des commerciaux spécialistes. Les spécialistes, ça va être le cash management, les chargés d'affaires cash management pour la gestion des flux, encaissement, décaissement, des chargés d'affaires trade pour les opérations de commerce international, ou encore, et là c'est une particularité, des chargés d'affaires innovation, puisqu'on a un pôle innovation qui est basé à Nantes. Donc là, on voit des petites structures, mais qu'on a logées dans les centres d'affaires parce qu'elles ont des besoins très spécifiques. Elles vont très rapidement à l'export, des besoins de couverture, et elles vont très vite, elles grandissent très vite, d'où l'intérêt de les loger directement chez nous. Dernière précision, combien de clients sur la région pour vous? J'ai dit à peu près 1000. 1000, c'est ça. Oui. On va parler des délais de paiement, si vous voulez bien maintenant. Bien sûr. Quel effet a votre dispositif, votre action sur l'amélioration, en tout cas la non-aggravation des délais de paiement? Alors, tout à l'heure, on a vu quelques slides sur les délais de paiement dans la région et qui sont très vertueux. Donc moi, c'est bien évidemment ce que je constate et ce que je vis au jour le jour depuis le démarrage de cette crise. Je trouve que l'État a mis tous les moyens possibles dès le départ pour éviter cette crise de liquidité et éviter que la machine se grippe, et notamment à travers donc on a mis en place les reports de crédit, les PGE qui ont été un instrument très important. Donc on a eu beaucoup de PGE qui ont été tirés, moins que dans d'autres régions cependant, et je tiens à le souligner parce qu'on est dans une région qui est très dynamique économiquement. Je trouve qu'il y a un tissu d'entreprises extraordinaire, des ETI familiales et des PME familiales. Je pense que c'est important de le souligner. Elles sont là sur le long terme. On est souvent en deuxième génération.
Et c'est une vraie terre d'entreprendre. Quand on regarde la Vendée, la Mayenne, Loire-Atlantique, moi je trouve que c'est un terrain de jeu pour un banquier qui est extraordinaire. Le deuxième point, qui est également très positif, c'est la simplicité. Je vais le définir comme ça. Ici, vous n'avez pas d'organigramme complexe. C'est une holding et puis en râteau, les différentes filiales. C'est simple. Quand on fait des distributions de dividendes, c'est raisonné. On laisse le cash dans l'entreprise pour les moments difficiles ou pour les périodes d'investissement. Et donc aujourd'hui, on voit d'ailleurs beaucoup de mouvements de cession d'entreprise, de rapprochement. Moi, j'en ai jamais vu autant depuis longtemps. Ça veut dire que les entreprises étaient déjà suffisamment musclées à l'entrée de la crise pour pouvoir saisir les opportunités, et c'est ce qu'on vit. Je reviens juste un mot sur le PGE, puisque c'était… Allez-y, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs avec Frédéric Wisniewski, mais oui, allez. Oui. Sur le PGE, il y a un point important également qu'on voit et qui montre je dirais la bonne santé de ces entreprises familiales, c'est qu'on a un taux de remboursement un an après, puisque ça a démarré mars-avril, donc la date anniversaire est passée. On a des entreprises qui procèdent à un remboursement total de leur PGE, qui est largement supérieur à ce qu'on peut voir dans d'autres régions. Je vais donner un chiffre. Ici, moi, j'en vois à peu près 1 sur 4 quasiment qui rembourse totalement. Au national, je parle BNP Paribas, c'est plutôt 1 sur 5. Donc, on a vraiment des PGE qui ont été tirés à titre précautionnel. Sur le rôle des banques, puisque vous parlez aussi au nom de la BNP, sur le rôle des banques dans le rebond d'une façon plus générale, et sur la région, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui pourrait rassurer ou en tout cas aider les entreprises à comprendre la notion de reprise et ce qui nous attend? Alors, moi je reste intimement convaincu. Les banques, elles se sont mises en ordre de bataille très vite l'an dernier pour mettre en place ces PGE. Ça demandait beaucoup de travail en interne. Donc, c'est vrai que les clients, c'est pas leur… forcément, ils ne le voient pas puisque c'est notre cuisine interne, mais il a fallu revoir tous les process, décider vite, revoir les process IT pour que ce soit fluide et surtout que les banques ne mettent pas 6 mois à se mettre en ordre de bataille, ce qui aurait été catastrophique. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles. Il y a beaucoup de moyens de financer le poste client. Vous avez parlé du facteur tout à l'heure. On a plein d'outils. Sur le court terme, notamment, alors moi c'est paradoxal, les boîtes sont en très bonne santé, les PGE ont mis de la liquidité. J'ai jamais eu aussi peu dans court terme et de découvert que jusqu'à maintenant. Et c'est logique puisque l'activité ayant baissé, les BFR se sont dégonflés. C'est maintenant au moment de la reprise que le sujet va se poser. Donc la question, enfin moi j'essaie de rencontrer 2-3 clients par semaine parce que c'est important pour moi de garder ce contact, mais je dis, il faut parler à vos partenaires et il faut parler vite et tôt. Ça c'est vrai quand on est en bonne santé, c'est vrai quand on est en mauvaise santé. Plus vous parlez tôt, plus vous échangez et plus on peut trouver de solutions ensemble. Pierre, un mot de conclusion, parce que j'ai vu que vous aviez écouté avec intérêt, parce que j'ai l'impression que ça vous fait plaisir d'être sur le terrain. J'aime bien, oui. J'adore être sur le terrain et j'y suis d'ailleurs beaucoup, mais ça fait du bien de revoyager, de repartir un petit peu. On a tous été un peu frustrés de ce manque de contact. Alors on a utilisé tous les outils de la Terre en numérique, mais quand même, c'est pas pareil. Plusieurs petits mots de conclusion, Rachid, si vous le voulez bien. J'espère qu'on a 3/4 d'heure, 1 heure devant nous. Oui, bien évidemment, sans compter les applaudissements. Bon, tant pis pour les applaudissements. Armor, entreprise exemplaire. Je le dis. Ça a été dit, entreprise labellisée, achat responsable. Je rappelle que ce label est remis par la médiation des entreprises et le Conseil national des achats. Il y a 60 entreprises labellisées, donc ça reste des entreprises exceptionnelles et Armor en fait partie. Ce label, on va le déployer fortement. On a un soutien fort du gouvernement, notamment d'Olivier Grégoire, pour pousser ce label et qu'on ait de plus en plus d'acteurs, à commencer par l'État. Il y a un ministère qui est déjà labellisé. On aimerait que petit à petit, tous les ministères le soient, mais aussi les collectivités, mais aussi les entreprises petites, grandes et moyennes. C'est ouvert à tous. Donc voilà, j'en profite pour insister sur le label. Et on voit que quand on est labellisé, on n'agit pas pareil que quand on l'est pas. On met en interne des procédures, des processus, un état d'esprit différent. BNP Paribas est aussi labellisé, donc je suis plutôt bien entouré et je ne doute pas que le département va bientôt l'être. En tout cas, je lance un petit message en passant. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la commande publique, effectivement, il faut sortir de l'idée que la commande publique paye mal. Il y a des acteurs de la commande publique, on en a un ici, qui payent bien. Il y en a quand même pas mal qui payent bien. Et effectivement, s'il y a une difficulté, on est là pour aider à rétablir un dialogue.
Enfin, sur les outils bancaires, il y en a un sur lequel je voudrais revenir. Ça a été évoqué très rapidement dans l'intervention juste avant nous, c'est le financement du bon de commande garanti par l'État. C'est peut-être un peu long, c'est pour ça que les gens ne le retiennent pas, mais pourtant, c'est un outil formidable. C'est-à-dire, ça permet aux entreprises qui aujourd'hui pourraient être un petit peu justes en trésorerie, et il y en a malgré tout, de se dire, je reçois un bon de commande, j'ai besoin de l'argent tout de suite, parce que j'ai besoin d'acheter de la matière première qui est beaucoup augmentée, j'ai besoin de réembaucher les gens qui sont au chômage partiel, etc. Donc, j'ai besoin de l'argent tout de suite. Je vais voir mon facteur. Je lui dis, monsieur le facteur, j'ai un bon de commande, et le facteur va pouvoir le financer immédiatement avec la garantie de l'État, donc à un taux extrêmement bas. Donc, vous pouvez avoir l'argent tout de suite à un taux très bas, et donc réembaucher les gens, racheter la matière première, rallumer l'électricité, les ordinateurs, etc., et satisfaire le client sans avoir ce souci terrible de la trésorerie que certains peuvent avoir. Donc, utilisez cet outil. Pour tous les autres, payez, payez, payez. Attention, c'est maintenant que ça va être critique. C'est en reprise, c'est en relance que les entreprises ont besoin de trésorerie. Donc voilà, je ne peux pas être plus basique, plus simple. Payez vos factures. Si vous payez plus tôt, on l'a vu, c'est possible, c'est encore mieux. On a mis en avant pendant la crise des entreprises qui le faisaient, qui malgré la crise, ou j'allais dire à cause de la crise, se mettaient à payer plus tôt leurs petits fournisseurs. J'aimerais bien que ça devienne une règle générale, être vertueux, être solidaire, être intelligent sur les délais de paiement, sur tous les problèmes de matières premières. C'est ça qu'on appelle, pour créer, je vais revenir sur un mot qui a été beaucoup cité, pour créer, renforcer la confiance de nos entreprises. C'est là-dessus qu'on va réussir, c'est sur cette confiance. Merci beaucoup Pierre, merci chers amis. Une nouvelle thématique pour ces assises, comment se développer pendant la crise en compensant les tensions sur les délais de règlement avec les fournisseurs. On va prendre un exemple sur le terrain encore. On va rejoindre Laurent Gouin, qui est dirigeant de la société Logé et qui est président de la coopérative GMB et qui est en compagnie d'Olivier Sirette, qui lui est le directeur général de cette coopérative. Il nous explique tout d'abord les aides qui sont proposées en matière de règlement de facture et le rôle notamment de la coopérative. Alors, nous sommes une entreprise de fabrication de mobilier d'agencement. Nous fabriquons du mobilier sur mesure ou des présentoirs pour les magasins. Nous sommes environ 20 personnes et nous faisons un chiffre d'affaires de 2,3 millions. GMB est une coopérative d'artisans, artisans du métier du bois et de la couverture. Donc un fonctionnement sous forme coopérative où les entreprises sont détentrices à 100% des parts sociales de la coopérative. GMB regroupe aujourd'hui un peu plus de 320 entreprises adhérentes, emploie 115 salariés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros. Les délais de paiement pratiqués auprès de nos adhérents, on a une forte incitation au règlement comptant de nos adhérents dans un souci d'efficacité de leur entreprise. Donc on a une incitation par un taux d'escompte important qui permet aujourd'hui à nos adhérents de s'organiser pour pouvoir être efficaces dans leur règlement des factures auprès de la coopérative. Pour notre information, aujourd'hui, 60% du chiffre d'affaires est réglé comptant par nos adhérents sous 6 jours, avec une progression d'année en année de ce pourcentage de paiement comptant par nos adhérents. L'incitation au paiement comptant se fait d'abord par le taux d'escompte, qui est assez élevé au vu de la valeur de l'argent aujourd'hui, puisqu'on propose un taux d'escompte de 2,5% pour nos adhérents. Et ensuite, c'est dans l'échange avec nos adhérents qu'on essaye de leur faire toucher du doigt l'intérêt pour eux du règlement court, l'intérêt de pouvoir s'organiser, d'être le plus efficace possible dans le recouvrement de leurs factures pour pouvoir bénéficier justement de cet escompte important financièrement et surtout leur faire toucher du doigt l'intérêt que ça a sur leur compte de résultat avec les produits financiers que ça génère dans leur exploitation. Avec des clients réguliers qui sont des professionnels, parce que nous on travaille principalement en sous-traitance, et nous travaillons environ avec une trentaine de clients à l'année, avec lesquels nous avons pas mal de confiance. Néanmoins, nous sommes vigilants, nous avons une surveillance vis-à-vis de notre portefeuille client, notamment par le biais de CréditSafe, sur lequel nous avons des renseignements et des possibilités de pouvoir agir sur les actions commerciales. Nous avons mis en place un ERP et ce qui nous permet aujourd'hui systématiquement de faire un devis et on ne travaille plus du tout en régie.
on travaille systématiquement avec des devis signés ou commandes clients sur lesquels nous faisons des confirmations de commandes. Depuis ces dernières années, nous n'avons pas eu d'impayés. Nous avons mis en place quelquefois des échéanciers avec nos clients. Nous n'avons jamais perdu le dialogue avec eux, c'était surtout ce qui me tenait à cœur. Vis-à-vis des fournisseurs de la coopérative, qui sont des fabricants, des producteurs des métiers du bois ou de la menuiserie, nous avons bien évidemment vis-à-vis d'eux une politique de règlement comptant forte, puisque pratiquement 90% de nos fournisseurs sont réglés comptants, dans l'intérêt de pouvoir minimiser l'impact sur la coopérative des escomptes que l'on accorde à nos adhérents. On essaye de compenser et de contrebalancer cette somme par des escomptes obtenus auprès de nos fournisseurs. Au niveau de nos fournisseurs, donc nous travaillons essentiellement pour 60-70% des achats de panneaux bois et dérivés que nous faisons par le biais de la coopérative GMB, Groupement des métiers du bois, qui est voisine de notre société. Nous faisons venir les matériaux quasiment juste à temps par rapport à nos besoins. Et ces factures sont payées comptant pour l'essentiel. Le reste de nos achats sont fournisseurs de quincaillerie ou autres, avec des paiements classiques à 30 jours ou 45 jours.